Bonjour, je suis le docteur Della Monica, professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Nice. Nous allons aborder l'antibiorésistance et je vais essayer de vous faire comprendre ce que ce terme veut dire. Au terme de ce module, vous saurez le mécanisme de la pression de sélection, quels sont les supports et les mécanismes de résistance développés par les bactéries, comment est évaluée la résistance bactérienne et enfin les perspectives de la progression de la résistance bactérienne. Alors tout d'abord une définition. En pathologie humaine, la résistance bactérienne se définit par rapport aux antibiotiques utilisés pour traiter une infection bactérienne. Les antibiotiques appartiennent à différentes classes chimiques, par exemple les bêta-lactamines, les aminosides, les tétracyclines, les fluoroquinolones, qui leur confèrent un ou plusieurs modes d'action sur les bactéries. Alors, ces modes d'action peuvent être l'inhibition de la synthèse de la paroi de la bactérie, le blocage du métabolisme de la bactérie, celui de la multiplication, etc. Selon les espèces de bactéries, ces modes d'action sont plus ou moins efficaces. Cette efficacité va permettre de définir deux types de résistance. Une résistance naturelle qui est génétiquement déterminée, elle est transmissible à la descendance de la bactérie et elle est commune à toutes les bactéries de la même espèce. L'antibiotique n'a pas de cible adaptée sur la bactérie. Alors, par exemple, si on prend la famille des glycopeptides, cette famille n'a pas de cible sur les entérobactéries, donc elle va être inefficace sur les entérobactéries. Si on prend les céphalosporines de troisième génération, C3G, eh bien, même phénomène sur les listeria ou les entérocoques. Même chose si on prend la famille des aminosides, pas de cible sur les bactéries anaérobies, donc inefficace. Deuxième type de résistance, ce sont les résistances acquises. L'espèce est naturellement sensible, mais certaines souches ont acquis un ou des mécanismes de résistance qui sont transmissibles à leur descendance et à d'autres espèces. Ainsi, par exemple, 55% des Escherichia coli sont devenus résistants à l'amoxicilline. Alors je dis bien sont devenus, car antérieurement, ils ne l'étaient pas. 20% des pseudomonas sont devenus résistants au carboxypénicilline. 10% des Escherichia coli sont devenus résistants aux céphalosporines de troisième génération. La fréquence de ces résistances acquises fluctue en fonction de la pression de sélection et du temps. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pression de sélection? Quand on utilise des antibiotiques, eh bien, il y a une pression de sélection. Les antibiotiques vont inhiber, voire tuer les bactéries sensibles, et les bactéries résistantes vont survivre, et comme l'espace par la destruction des bactéries sensibles aura été laissé libre, ça va leur donner la capacité de se multiplier pour occuper cet espace. C'est ce que vous voyez indiqué ici, par exemple, sur ce côlon. Donc sur le premier schéma, c'est avant traitement antibiotique. Vous voyez des bactéries B1, B2, donc, qui indiquent des espèces différentes. Et puis, il y en a une par hasard qui est là, qui est résistante, en rouge. C'est le R rouge. Ensuite, le schéma 2, le traitement antibiotique a été administré. Donc la majorité des bactéries sensibles ont été détruites. Et évidemment, celles qui vont rester en premier lieu sont celles qui sont résistantes. Vu l'espace libre, comme indiqué précédemment, la résistance va avoir toute capacité de se développer et ainsi de coloniser le tube digestif de la personne. C'est le schéma 3, où vous voyez ce qui se passe après l'exposition à un traitement antibiotique. Alors, quels sont les supports de la résistance? Deux supports
Le premier, c'est le support chromosomique. Donc, ceci est un support de la résistance naturelle ou acquise par incorporation d'un gène provenant de bactéries résistantes dans le chromosome bactérien. C'est ce qu'on appelle un transposon. Ce type de résistance concerne le plus souvent un antibiotique et est transférable d'une espèce bactérienne à une autre. Le deuxième mode de résistance, c'est la résistance plasmidique. C'est la plus fréquente. En effet, elle représente 80 à 90% des résistances extrachromosomiques par acquisition d'un plasmide. C'est ce que vous voyez sur le petit schéma. Donc, c'est les petites formes circulaires que vous voyez qui viennent de bactéries résistantes et elles peuvent concerner un ou plusieurs antibiotiques. Et évidemment, ces mécanismes de résistance extrachromosomique sont transférables d'une espèce de bactérie à une autre. Alors maintenant, les mécanismes de résistance proprement dits, quels sont-ils? Eh bien, premier mécanisme, des enzymes peuvent inactiver l'antibiotique. Vous avez sur le schéma une paroi bactérienne qui a été fortement grossie, que vous voyez en jaune, ici. Dans cette paroi bactérienne se trouvent des petits pores qu'on appelle des porines, et c'est par ces pores que pénètre l'antibiotique à l'intérieur de la bactérie. Eh bien, l'antibiotique peut être inactivé par des enzymes qui se trouvent à ce niveau, qu'on appelle des bêta-lactamases, donc enzymes qui vont hydrolyser des bêta-lactamines, et pour d'autres antibiotiques, par exemple si on prend des aminosides, eh bien, des enzymes comme des phosphotransférases ou des acétyltransférases vont de la même façon inhiber l'antibiotique. Deuxième mécanisme, c'est la modification de la cible. Donc, pour qu'un antibiotique soit efficace, il faut qu'il ait une cible. Vous voyez par exemple ici une PLP qui est une cible de la pénicilline. Et donc, pour être actif, l'antibiotique qui a rentré à l'intérieur de la bactérie va se fixer au niveau de sa cible pour exercer son activité. Donc, au sein d'une bactérie, il peut y avoir évidemment des cibles tout à fait différentes selon les familles d'antibiotiques qu'on utilise, qui peuvent être, comme je l'ai indiqué, pour la pénicilline, une protéine de liaison, qui peut être le ribosome, qui est un organite intracellulaire de la bactérie qui participe à son métabolisme. Ça peut être au niveau de la synthèse de ces acides nucléiques ou de certains substrats qui sont nécessaires à l'action de la bactérie. Donc la modification de cible fait que l'antibiotique ne va pas rencontrer la cible à laquelle il est adapté et de ce fait, il va devenir inefficace. Troisième mécanisme, je vous ai montré tout à l'heure les porines. Donc c'est par là que se fait les échanges de la bactérie, de l'intérieur de la bactérie avec son milieu extérieur, et c'est par là que peuvent pénétrer les antibiotiques. Si ces porines se modifient et se ferment, tel que vous voyez sur ce schéma-là, l'antibiotique ne pouvant pénétrer à l'intérieur, eh bien, de fait, la bactérie devient résistante. En plus, dans certaines situations, des bactéries peuvent avoir encore un autre mécanisme de résistance. C'est l'antibiotique pénètre à l'intérieur, mais un mécanisme le rejette immédiatement dehors. C'est ce que vous voyez schématisé ici. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'efflux. Et comme l'antibiotique est rejeté à l'extérieur de la bactérie, il peut évidemment pas exercer son effet, pas trouver sa cible, et de fait, la bactérie devient résistante. Alors, comment fait-on pour évaluer la résistance d'un antibiotique sur une bactérie donnée? Eh bien, cette technique s'appelle l'antibiogramme,
qui est une technique qui permet de tester la sensibilité d'une souche bactérienne vis-à-vis d'un ou plusieurs antibiotiques. Vous avez ici la technique classique, je dirais historique, où on fait pousser la bactérie sur un milieu adapté, on pose des petits disques d'antibiotiques, l'antibiotique va diffuser dans la gélose et exercer son effet antibiotique, ce qui va empêcher la bactérie de pousser dans l'environnement du disque d'antibiotique. Donc quand le disque est suffisamment large, on va définir la sensibilité de la bactérie. Par contre, quand le disque, quand autour du disque, il n'y aura pas d'inhibition de la pousse de la bactérie, comme on le voit ici ou à la rigueur ici, eh bien, on va considérer que la bactérie est résistante. Alors sur le plan clinique, donc en pathologie humaine ou animale, pour être efficace, la concentration d'antibiotiques au site de l'infection doit être supérieure à la concentration qui va inhiber la bactérie, et évidemment sans atteindre des doses qui soient toxiques pour l'hôte, c'est-à-dire pour l'homme ou l'animal dont on traite l'infection. Alors, quand la concentration est supérieure à la CMI, eh bien, le risque de succès du traitement est potentiel. Par contre, quand cette concentration est inférieure, eh bien, le risque d'échec est majeur. Donc on voit que pour utiliser bien l'antibiotique, deux paramètres sont nécessaires. D'abord que l'antibiotique soit efficace sur la bactérie donnée, et deuxièmement qu'il soit en concentration suffisante là où elle se trouve pour pouvoir exercer son effet. Donc on peut se poser la question de cette bataille entre les antibiotiques et les bactéries, qui, elles, donc, se protègent en créant de la résistance. Et c'est vrai que si on regarde l'évolution du monde, eh bien, les bactéries sont sur Terre depuis bien plus longtemps que les humains, pratiquement près de 5 milliards d'années, alors que pour l'homme, c'est simplement 600 000 ans. Donc vous voyez qu'il y a une différence en termes de temps d'un facteur 22, ce qui vous explique que les bactéries au cours de l'évolution du monde ont subi des changements multiples d'environnement, d'acidité, de température, etc., etc., qui fait que dans leur génome, elles ont acquis des informations qui leur permettent de survivre dans des conditions extrêmes, dont l'exposition aux antibiotiques. Si on considère maintenant la masse en tonnes, alors évidemment tout ça sont des chiffres qui ont été calculés de façon très savante, mais qui sont peut-être critiquables à la marge, mais on voit que la masse de microbes dans le monde est bien supérieure à la masse de tous les humains, des presque 7 milliards d'humains. On voit que pour faire un homme, eh bien, il faut quasi 30 ans, parce que les bactéries génèrent une nouvelle génération toutes les 30 minutes, ce qui va leur donner un avantage d'adaptation majeur par rapport à l'homme. Et donc tout ceci fait que les bactéries sont depuis des années et des années armées pour se défendre contre les modifications de leur environnement, dont les antibiotiques. Et c'est ce qui explique que dès qu'une bactérie est exposée à un antibiotique, elle va essayer de trouver des parades en produisant des enzymes, en fermant ses pores, enfin, etc. Tout un tas de mécanismes sont possibles. Et ces mécanismes étant transférables dans une espèce bactérienne et entre différentes espèces bactériennes, expliquent l'avantage que les bactéries ont pour survivre. Donc ce qu'il faut essayer de limiter, ça va être la pression de sélection, donc la mise en œuvre par la bactérie des mécanismes
de résistance qui vont lui permettre de survivre et en l'occurrence de créer une infection difficile à traiter par antibiotiques, voire impossible à traiter. Du reste, quand on regarde ce tableau, où on vous indique l'année de commercialisation des principales classes d'antibiotiques, eh bien, on voit que la résistance apparaît quasi très rapidement pour la majorité des classes d'antibiotiques. Vous voyez, la pénicilline commercialisée en 1943, la résistance, en fait, on avait réussi à la mettre en évidence même avant la commercialisation dans les différents essais qui avaient été faits sur des modèles animaux, etc. La streptomycine, commercialisation 47, résistance 47. Tétracycline, 9 ans de décalage entre la commercialisation et les premières résistances. La méticilline, 2 ans seulement, etc. Donc on voit que dès les premières utilisations, eh bien, les bactéries recherchent dans leur génome les mécanismes de résistance qu'elles pourraient utiliser pour échapper à l'effet antibiotique. Et on sait maintenant que les supports génétiques de ces mécanismes-là sont transférables d'une espèce à l'autre. Et donc, ce qui explique la progression fantastique ces dernières années de la résistance bactérienne. L'autre point qui est majeur et qui est très inquiétant, c'est que de moins en moins de nouveaux antibiotiques apparaissent sur le marché. En effet, la majorité des cibles d'action des antibiotiques sont maintenant utilisées par différentes classes, ce qui fait qu'il est très difficile de trouver de nouvelles cibles. Et de ce fait, donc, les capacités de créer de nouveaux antibiotiques tendent à se réduire. Et ce fait, évidemment, contribue au problème de l'impact de la résistance sur la santé humaine et animale. En conclusion, on est dans une course où l'exposition naturelle des bactéries à de nombreux agents chimiques dans l'environnement depuis des millions d'années, dont les antibiotiques naturels produits par certaines bactéries ou champignons, explique la présence dans leur patrimoine génétique de gènes codants pour de multiples mécanismes de résistance. Les bactéries ont la capacité d'acquérir des gènes de résistance venant de la même espèce ou d'autres espèces, donc ce qui favorise évidemment la dissémination de la résistance. Et donc la pression de sélection, qui est en définitive le mécanisme qui fait que ces résistances se mettent en route, est due à l'usage intensif des antibiotiques qui ne fait qu'accélérer le processus évolutif naturel. Et donc c'est là où franchement il est important de prendre conscience de ce problème et d'agir.